Je m'appelle Antoine Janton, j'ai 37 ans et je suis journaliste depuis 2003, carte de presse numéro 10702. J'ai, je n'ai pas eu de vocation très tôt. J'ai jamais voulu devenir journaliste très tôt quand j'étais gamin. C'est pas une vocation, mais c'est quelque chose qui est arrivé assez tardivement dans mon cursus. Moi, j'ai fait des études plutôt littéraires. J'ai un bac L, j'ai fait 3 années de classe prépa littéraire. J'ai une maîtrise d'histoire, un master 1 d'histoire maintenant. Et puis, je n'avais pas très envie de continuer ces études et faire de la recherche. Donc, voilà, en discutant avec des amis qui, eux, préparaient les écoles de journalisme, je me suis dit que c'était quelque chose qui était susceptible de m'intéresser. Et bien m'en a pris, puisque dès que j'ai commencé à préparer les concours d'école de journalisme, j'ai senti que c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et donc j'ai passé les concours des écoles en 2001 et j'ai fait mes études de journaliste à Strasbourg pendant 2 ans. J'en suis sorti en 2003 et j'ai commencé ma carrière au sein de la rédaction de France Inter, à la Pige. En stage d'abord et ensuite à la Pige, à France Info également. Ensuite, j'ai eu quelques contrats à durée déterminée pendant un peu plus de 3 ans. Tout ça s'est terminé à cause d'une période de carence, puisqu'on ne peut pas pendant indéfiniment enchaîner les CDD. Pendant cette période de carence, j'ai travaillé à RFI, d'abord en CDD, ensuite en CDI. Et puis, j'ai eu envie de changer en 2012 et j'ai eu l'opportunité de rejoindre la rédaction d'ITélé. Donc, je suis à ITélé depuis septembre 2012 jusqu'à maintenant. Ce qui m'a donné envie d'être journaliste, c'est comment dire, c'est un métier qui m'a permis d'assouvir ma curiosité. L'une des qualités, à mon sens, pour être journaliste, a fortiori un bon journaliste, c'est d'être très curieux et de s'intéresser à ce qui se passe autour de soi, de se poser des questions, d'aller voir là où on ne serait pas allé forcément si on ne faisait pas ce métier. Voilà. Aller vers les autres, s'intéresser aux autres, s'intéresser à ce qui se passe encore une fois autour de soi, essayer de comprendre ce qui se passe. Alors je vous disais tout à l'heure que ce n'était pas une vocation d'enfance, mais dans mon enfance, j'ai commencé à écouter la radio et à lire les journaux, à regarder les journaux télévisés assez tôt, à partir de l'âge de 10 ans. Et donc tout ça, encore jusqu'à maintenant, encore aujourd'hui. Et donc quand j'ai commencé à m'intéresser à ce métier réellement, à passer les concours, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi, parce que je connaissais un peu le monde médiatique, je connaissais l'histoire d'Europe 1, c'est une radio que j'écoutais beaucoup, je connaissais l'histoire de France Info, que j'écoutais beaucoup aussi, de France Télévisions, d'Antenne 2 et d'FR3 à l'époque. Voilà, donc c'est ce qui m'a aussi poussé à embrasser ce métier. Et donc j'ai commencé à travailler en 2003 à France Inter. Je suis rapidement passé dans la rédaction de France Info et depuis j'ai essentiellement travaillé pour des chaînes d'information en continu. J'ai pu voir la différence du coup entre une rédaction de radio généraliste, celle de France Inter, et des rédactions de chaînes d'information en continu, France Info, RFI et celle d'ITélé également. Ce sont des rédactions qui demandent un travail particulier. Je m'étais déjà rendu compte au sein de la rédaction de France Inter qu'il fallait évidemment se tenir au courant de tout ce qui se passe dans tous les domaines, politiques, sportifs, économiques, etc. C'est encore plus vrai pour les chaînes d'information en continu. Moi, je suis devenu dépendant, vraiment, aux objets connectés, à mon smartphone, à ma tablette. J'ai vraiment du mal à m'en défaire. Même quand je ne travaille pas, je n'arrive pas à couper en fait. Voilà. Je n'arrive pas à couper, c'est quelque chose qui me marque et
c'est quelque chose qui caractérise vraiment les conditions de travail, enfin, mes conditions de travail, celles des autres journalistes qui travaillent dans ces chaînes d'information continue. Pour bien se rendre compte, moi je peux être appelé à n'importe quel moment pour travailler sur l'antenne d'ITélé, même pendant mes jours de repos, en fonction de l'actualité. Si une personnalité meurt, si un attentat est commis, voilà, je peux être appelé et du coup je dois quand même me tenir au courant de ce qui se passe pendant mes jours de repos. J'ai des journées qui sont très denses, des journées de travail qui sont très denses. J'arrive, je travaille le soir, je présente des journaux le soir, le week-end. J'arrive en début d'après-midi ou à la mi-journée et littéralement je ne décroche pas jusqu'à ce que cette journée soit terminée. Elle se termine aux alentours de minuit. J'enchaîne les conférences de rédaction, la rédaction des textes que je vais dire. Et il y a aussi une part d'improvisation dans ce que je dis à l'antenne. Donc il faut pour ça que je sois suffisamment au courant de ce qui se passe. Donc je me documente beaucoup. Je ne suis pas un grand buveur de café, donc j'en ai pas besoin. Mais j'arrive, il faut que je mange régulièrement pour pouvoir tenir le rythme. L'un des petits trucs qu'on m'a conseillé et qui fonctionne plutôt pas trop mal, c'est de manger assez régulièrement des fruits secs, des noix, des amandes. Voilà, c'est ce qui m'aide à tenir. Je ressors de ces journées généralement tendues parce que je suis pas très bien assis. Voilà, je mesure un peu moins d'1,90 m et j'ai du mal à me tenir droit. On est assis sur des tabourets un peu hauts. Tout ça avec la tension de l'antenne, la tension des moments de direct, tout ça fait que je sors de mes week-ends de travail souvent éreinté. Je travaille le soir, je travaille le week-end. C'est un rythme qui n'est pas facile aussi. Ce n'est pas quelque chose que j'ai forcément choisi. Alors j'ai accepté les propositions qui m'ont été faites quand je suis arrivé à iTélé. Et ça a des conséquences aussi sur ma vie sociale. Parce que je n'ai quasiment jamais de vendredi soir, de samedi soir, de dimanche soir. Et donc ce n'est pas rien. Alors la contrepartie, c'est que je peux me reposer un peu plus longtemps que quelqu'un qui travaille la semaine. Je me repose le lundi, le mardi et de temps en temps le mercredi. J'ai toujours eu un rythme de travail dans ces chaînes d'information en continu assez décalé. J'ai travaillé à tous les horaires, j'ai travaillé la nuit, j'ai travaillé le matin, j'ai travaillé la journée, j'ai travaillé le soir. Au début de ma carrière, je travaillais pas 24 heures sur 24, mais encore une fois, j'ai fait toutes ces vacations. Je travaillais la semaine, je travaillais le week-end. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu un peu évoluer, même si quand j'ai commencé à travailler, c'était déjà le cas. Mais ce qu'on m'a fait comprendre moi, quand j'ai commencé à travailler, c'est sois bien content d'avoir un travail, déjà. Et accepte tout ce qu'on me donne. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai accepté de travailler encore une fois. J'avais parfois des doubles journées. Au début de ma carrière, il m'arrivait de travailler la nuit à France Info et d'aller travailler la journée dans une autre rédaction. Ça ne m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est quand même arrivé. Je dis ça parce que quand on est pigiste ou quand on travaille en CDD, mais là j'étais à la pige, il est difficile de dire non à une rédaction. Parce que si on dit non, on peut être rayé des listes de pigistes. Du coup, il m'arrivait de dire oui à une rédaction, et puis une autre rédaction m'appelait dans quelques jours ou quelques heures après, me proposait une pige ou plusieurs piges le même jour ou les mêmes jours, et je ne me voyais pas dire non. Donc il m'est arrivé de travailler pas loin de 20 heures par jour. Encore une fois, ça ne m'est pas arrivé si souvent que ça, mais ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé aussi d'enchaîner plusieurs contrats, c'est-à-dire de travailler 15, 21 jours d'affilée.
là encore, par souci de conserver ces deux rédactions. C'est difficile de dire non à une rédaction quand on débute. Donc on est presque corvéable à merci. Bon, certains disent non, il m'est arrivé de dire non aussi à un certain moment, mais c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et puis voilà, on essaie de faire son trou, on essaie de commencer de manière humble, parce que c'est l'une des qualités aussi, et ça c'est une qualité qui doit, à mon sens, suivre un journaliste tout au long de sa carrière, c'est rester humble. Ça est particulièrement vrai au début. On a tendance à croire que ce qu'il faut faire, c'est s'affirmer tout de suite dans une rédaction. Je ne pense pas que ce soit le cas. Il faut regarder, apprendre, se faire sa propre opinion, certes, mais suivre en tout cas les conseils, voire les directives qui sont données. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vu un peu changer. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé à travailler, vous voyez, les journalistes, dans les conférences de rédaction, discuter réellement entre eux, discuter des sujets, proposer des idées d'angle, voilà, comment traiter tel sujet, en posant telle question ou telle autre. In fine, les rédacteurs en chef ou le directeur de la rédaction tranchait, c'est son rôle, mais les discussions pouvaient avoir lieu même avec de jeunes journalistes. Et puis aujourd'hui, c'est en tout cas dans la rédaction dans laquelle je travaille, c'est quelque chose qui est devenu difficile. Parce que, alors c'est une question de personnalité aussi, mais c'est aussi une question de rythme. Le rythme est tellement rapide qu'on n'a pas forcément le temps de se poser des questions, déjà. Et si on a le temps de se poser les questions, de se poser les bonnes questions, prendre le temps de réfléchir aux événements qui arrivent, prendre le temps de se poser et essayer d'aborder les sujets d'une manière intelligente. Donc il y a des... on parlerait aujourd'hui de process dans une usine. Voilà, il y a des process qui se mettent en place dans des rédactions, ce qui peut de temps en temps nuire pas forcément à la qualité de l'information, parce que le travail journalistique est fait, et je pense qu'il est, encore une fois, ça dépend des journalistes qui font ce travail, mais ce travail dans l'ensemble est plutôt bien fait. Mais encore une fois, c'est le recul qu'on peut avoir sur l'information et la réflexion qu'on peut avoir dessus. Voilà. Dans une chaîne d'information continue, c'est de plus en plus difficile. Le flot d'information est tellement important. On nous demande de travailler de plus en plus vite que c'est quelque chose qui est compliqué à faire. Dans une chaîne d'information continue comme iTélé, les décisions finales sont prises par quelques personnes, le directeur de la rédaction, les rédacteurs en chef qui sont hiérarchiquement juste en dessous de lui, qu'on appelle à iTélé les rédacteurs en chef jour, qui ont une vision spectrale de l'actualité de la journée, qui sont là de 7h à 20h ou 21h. Et les décisions sont prises aussi par les rédacteurs en chef adjoints, les rédacteurs en chef de tranche. On parle de tranche, c'est la matinale de 6h à 9h, puis la tranche suivante de 9h à midi, etc. etc. Donc il y a des conférences de rédaction dans lesquelles on arrive à échanger, on arrive à parler, mais encore une fois, il faut prendre des décisions assez rapides. Là où les décisions sont particulièrement... là où il faut prendre particulièrement rapidement les décisions, c'est quand les événements arrivent. Les événements importants arrivent, on se fait... je vais comparer deux situations. Dans une rédaction, et deux rédactions que je connais, dans une rédaction comme celle de France Inter, quand un événement important arrive, mettons à 16h, on ne casse pas l'antenne de France Inter, c'est-à-dire que les émissions prévues à 16h ne sont pas annulées pour laisser place à l'information, elles restent. Donc on prend le temps sur France Inter de réfléchir à la manière dont on va parler de cette information, d'abord à 17h, puis à 18h, et puis ensuite plus largement dans le journal de 19h. À iTélé, c'est pas comme ça fonctionne. Quand un événement important arrive à 16h, on en parle dès 16h, ou 16h02 ou 16h03. Et il faut s'arranger pour en parler tout de suite, avoir des images déjà. Redonner les éléments les quelques éléments d'information dont on dispose, redonner des éléments de contexte, avoir des invités, des témoins, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui se construit
en direct, en temps réel quasiment. C'est à la fois très intéressant parce qu'on suit l'évolution d'un événement en direct, et journalistiquement, ça a un côté aussi frustrant parce qu'il faut faire attention à ne pas donner de fausses informations, et du coup, on répète souvent la même information, ou même semblant d'information, puisque quand un événement intervient, à ce stade-là, on n'a pas encore d'éléments factuels vérifiés, pas toujours en tout cas. Bon. Moi, il m'arrive aussi le processus de décisionnaire ou décisionnel est assez diffus dans une chaîne d'information continue. Mais quand un événement important arrive, ça reste la direction de la rédaction, les rédacteurs en chef qui reprennent la main. Je peux vous parler du 13 novembre, puisque moi je travaillais ce jour-là. Ce soir-là, il y avait un match de football, France-Allemagne, au Stade de France. Et quand il y a un match de football, moi je ne suis pas à l'antenne aussi souvent que d'habitude. Donc là, je devais reprendre l'antenne à 22h. Et pendant la mi-temps de la rencontre, j'entends notre reporter sur place parler d'explosion. Assez inhabituel, on le sent assez marqué, il donne des informations assez précises. On se dit, il se passe quelque chose. Et puis juste avant de prendre l'antenne, vers 21h50, 55, on me dit qu'il y a des fusillades, ou une fusillade au moins dans le 11e arrondissement, près du Petit Cambodge. On voit quelques photos sur les réseaux sociaux, et j'arrive à l'antenne avec ces quelques éléments. Et là, on commence à penser à des attentats, sans parler encore d'attentats. Donc je prends l'antenne et je ne la lâche plus jusqu'à minuit. Ensuite, Bruce Toussaint l'a reprise jusqu'à 3h du matin, etc. Et on n'a pas lâché l'antenne pendant 72, 96 heures, je ne sais plus. Enfin, c'était du non-stop pendant quasiment une semaine. Dans ces moments-là, comment ça se passe? Moi, j'arrive à l'antenne, j'ai quelques éléments d'information que je donne, parce que j'en suis sûr. Quand on me donne un élément d'information, je fais confiance aux gens aux rédacteurs en chef, aux journalistes qui sont dans la rédaction, qui sont dans la régie. C'est un élément très important, la confiance, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et je donne ces éléments d'information, et puis on me dit, tiens, maintenant tu vas avoir tel reporter qui est en direct du boulevard Voltaire. Dans quelques instants, tu vas avoir en direct telle personne qui se trouvait rue de Charonne au moment de la fusillade. Donc mon travail dans ces moments-là, c'est de garder la tête froide, de jongler entre les différents intervenants dont on me dit qu'ils vont être en direct, et de collecter les éléments d'information dont ils me donnent, soit des éléments de ressenti, soit des éléments factuels vus par nos reporters, et je ne fais confiance dans ces moments-là qu'à nos reporters. Les témoins ont une parole importante, mais voilà, c'est une parole dont je me méfie parce qu'il y a l'émotion, parce que... Voilà. En tout cas, dans ces cas-là, il faut toujours la sourcer. Donc moi, mon travail pendant ces 2 heures, ça a été de collecter ces informations en direct, de les vérifier ou de les faire vérifier, et de les hiérarchiser. De dire, voilà ce qui se passe, voilà ce qui s'est passé, voilà ce dont on est sûr. C'est un événement qui est évidemment extrêmement douloureux, extrêmement marquant. Quand on est à l'antenne, il faut encaisser ça. Et puis encore une fois, organiser toutes ces informations. Dans les moments de direct, il y a, alors, 13 novembre, en tout cas catastrophe mise à part, mais même dans ces moments-là, professionnellement, il y a une part j'allais dire presque de satisfaction, parce qu'on fait quand même, moi je fais mon travail même en parlant d'un événement aussi dramatique et aussi terrible. Ce qui me plaît dans ces moments déjà ce qui me plaît c'est le direct. J'aime beaucoup être en direct, et j'aurais beaucoup de mal à faire mon métier de présentateur si je n'étais pas en direct. Ce qui est intéressant et ce qui, moi, me satisfait d'une certaine manière, c'est d'arriver à donner aux téléspectateurs ou à donner aux auditeurs, quand j'étais à la radio, des éléments factuels, vérifiés, organisés, qui leur permettent d'avoir la meilleure compréhension possible de l'événement qui est en train de se passer ou qui s'est passé. Et tout ça, encore une fois, en direct. Il y a une adrénaline en direct qui n'existe, à mon sens, nulle part ailleurs. Donc dans ces moments-là, il y a
il n'y a pas tellement de frustration. Alors que la frustration peut exister dans une chaîne d'information continue parce qu'il nous arrive de survoler un sujet. Pourtant, on a du temps, hein, quand on parle dans une chaîne d'information continue, par définition, en dehors des plages de publicité, on ne parle que d'information. Mais il faut aller vite. Mais il faut que ce soit rythmé. Le rythme est quelque chose d'important. Donc il faut donner un concentré d'informations en 5, 8, 10 minutes. Donc il y a quelques frustrations. La frustration vient aussi des moyens qui nous sont attribués. On manque parfois de caméras, on manque parfois de journalistes, de reporters pour aller sur le terrain couvrir tel ou tel événement. Voilà, ça participe aussi à la frustration qu'on peut avoir quand on regarde ce que font les chaînes concurrentes ou les grandes chaînes généralistes hertziennes comme TF1, France 2, France 3. Ça fait partie de la frustration d'une chaîne d'information continue. Il y a quelques satisfactions aussi à travailler sur une chaîne d'information continue, je l'ai dit, ce direct qui arrive, qui est assez fréquent, hein, ces événements directs sont assez fréquents. C'est un espace, on a de la place, et donc on peut donner la parole aussi à des personnalités qu'on n'entend pas forcément sur les autres chaînes. Et ça, en même temps, c'est contrebalancé aussi par l'audience, parce que c'est l'une des conditions, l'un des critères importants. Donc, à trop inviter de personnalités peu connues, on risque de faire baisser l'audience. Mais on ne va pas non plus, moi j'avais pas forcément envie d'inviter des personnalités trop connues, déjà parce qu'elles ne veulent pas forcément venir sur ce genre de chaîne, à des horaires qui ne leur convient pas, parce que l'audience n'est pas très forte non plus. Mais quand j'ai invité des personnalités assez connues, je me souviens par exemple d'avoir invité Bernard-Henri Lévy en 2012-2013, quand il est arrivé, on a vu la courbe d'audience monter. Alors que sur d'autres invités, avec d'autres invités un peu moins connus, la courbe d'audience était moins importante. Mais bon, il faut faire avec cette audience, mais essayer de ne pas être trop dépendant de cette audience et donner la parole à d'autres personnes. J'ai toujours été très attaché à la rigueur, à l'honnêteté dans ce métier, parce que ce sont deux notions, deux valeurs qui me semblent structurer le métier de journaliste. On me l'a appris à l'école, à Strasbourg. Mes parents, mes grands-parents m'ont appris ça aussi, pas forcément pour ce métier de manière plus générale, mais je trouve que ça correspond particulièrement bien à ce métier. Et j'ai tenu, quand j'ai commencé à avoir un peu d'expérience, à faire attention à ces valeurs et à faire attention à ce que ces valeurs soient respectées. Donc j'ai commencé à m'intéresser aux sociétés des journalistes des rédactions dans lesquelles j'ai travaillé. J'ai été membre de la Société des journalistes à RFI et puis à iTélé, pas dès mon arrivée, mais quelques mois après mon arrivée, une année après. Donc j'y suis depuis 3 ans et j'en suis devenu le président en juin dernier, après un premier conflit, après une première grève, ou juste avant plutôt une première grève, puisque le président de la SDJ, à l'époque, a choisi de quitter la présidence, pas de quitter la SDJ, parce que les relations qu'il avait avec la direction étaient assez dures, donc il voulait prendre un peu de champ, ce que je peux comprendre. Donc moi j'ai pris le relais et j'ai continué à discuter avec la direction, parce que c'était des discussions qu'on avait depuis le changement de direction à iTélé, depuis le mois de septembre 2015. Ces discussions se sont continuées, elles ont toujours été très cordiales, parfois un peu tendues, mais voilà, on a toujours réussi à parler sans être entendu. Moi, de mon point de vue, on n'a jamais réussi à être entendu. En tant que président de la SDJ, en tant que journaliste aussi de la rédaction, j'ai alerté la direction de la chaîne et du groupe Canal+, pendant plusieurs mois, en leur disant faites atteindre de construire un lien de confiance avec la rédaction. Ce lien de confiance aujourd'hui n'existe pas. Et pour ça, il faut s'intéresser à ce qui se fait dans cette rédaction et respecter les gens qui y travaillent. Ce que j'ai dit n'a pas été encore une fois entendu et c'est ce qui a mené en partie, pas seulement, mais en partie à ce très long conflit qui a commencé le 17 octobre et qui s'est terminé 31 jours plus tard. C'est un conflit qui est né
défiance avec la direction, puisqu'il y a 2 motions de défiance qui ont été très largement adoptées en 4 mois, la première en juin, la seconde en octobre. C'est né de la défiance, une défiance qui a été nourrie par l'attitude de la direction de la chaîne, qui, quand elle est arrivée, nous a dit qu'elle allait relancer iTélé, investir dans iTélé, lui donner un nouveau modèle, et c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Les conditions de travail pendant tous ces mois n'ont pas été améliorées, au contraire, des économies ont été faites. La chaîne a été laissée, selon les mots du président de Canal+, en jachère, et donc volontairement en jachère. La manière dont les relations humaines aussi ont compté beaucoup dans ce conflit, enfin dans le déclenchement de ce conflit, puisque le directeur de la chaîne, Serge Nadjar, qui est arrivé au mois de mai 2016, fin mai 2016, a eu des relations tout de suite, très tendues, très directes, avec la rédaction. Il est arrivé en annonçant la suppression de 50 postes dans une rédaction qui déjà tirait la langue parce qu'on avait l'impression de fonctionner à flux tendu. Voilà. Donc il a eu un discours très franc, il le reconnaît lui-même et dit qu'il est comme ça. Il ne mâche pas ses mots, c'est son caractère. Mais dans une rédaction, c'est... alors ça peut être bien, hein. On se dit les choses, on s'engueule dans une rédaction et c'est normal, ça fait partie de la vie de la rédaction. Voilà, il y a de la vie, il y a des échanges. Mais là, la rédaction a eu l'impression qu'il était là pour faire le ménage, voilà, et pour changer les manières de faire. S'intéresser un peu plus aux annonceurs qu'aux journalistes. Et on en a eu alors, j'allais dire la confirmation, je ne sais pas si c'est la confirmation, mais un autre volet quand la direction nous a annoncé l'arrivée de Jean-Marc Morandini au mois d'août, puis au mois de septembre, puis confirmé au mois d'octobre, alors que la venue de Jean-Marc Morandini, à cause de ses déboires judiciaires, avait été, semble-t-il, mise entre parenthèses. C'est une arrivée qui... la direction était au courant que la rédaction d'ITélé n'avait pas envie de travailler avec Jean-Marc Morandini. Pas tant d'ailleurs pour ses ennuis judiciaires, hein. La présomption d'innocence a toujours été respectée, mais plus pour sa manière de travailler. Son site internet, à plusieurs reprises, a été critiqué pour un manque de rigueur. Le fait qu'il ait pu produire une web-série à caractère érotique nous semblait incompatible avec l'exercice de la profession de journaliste sur une chaîne d'information continue. Pour nous, il était difficile d'associer notre image à celle de Jean-Marc Morandini. Et en dépit de ces alertes, la direction a tenu malgré tout à imposer Jean-Marc Morandini. Ce qui a été pris, encore une fois, pour un signe de défiance, et voire plus par certains journalistes. Le conflit a... Je vais parler du conflit maintenant, parce que c'est un conflit maintenant qui a un caractère historique, au sens où c'est le conflit le plus long de l'audiovisuel français depuis 1968, et c'est quelque chose auquel, évidemment, en le lançant, en le commençant, on ne s'attendait pas. On a commencé le 17 octobre, et puis c'est venu au jour le jour. Voilà, on discutait jour après jour de ce que nous souhaitions faire et de là où nous souhaitions aller. Ce qui m'a marqué dans ce conflit, c'est la dimension collective. Nous sommes une chaîne d'information continue, privée, reprise par un homme d'affaires qui a une belle réussite, Vincent Bolloré, mais dont les méthodes ont parfois été contestées, dont on connaît aussi parfois la dureté, la brutalité. Il a dit lui-même, en reprenant Canal+, qu'un peu de terreur parmi les cadres dirigeants, ça ne pouvait pas faire de mal. Donc on avait conscience de tout ça. Et en dépit de ça, on s'est concentré sur notre métier, sur notre rédaction, sur notre travail. Et on a voulu le défendre, jour après jour. Encore une fois, la dimension collective a été particulièrement forte. Moi, m'a surpris. Et cette dimension a surpris également la plupart des
des journalistes de la rédaction. 31 jours. 31 jours sans salaire, 31 jours chaque matin à lever le bras, parce que nous votions à main levée, pour la reconduction du mouvement, après en avoir longuement débattu. Souvent, les discussions duraient au minimum 1h30, parfois 2h30, 3 heures, avant de se décider à reconduire le mouvement. Et le mouvement, à chaque fois, était reconduit à au moins 80%, en comptant les abstentions. Donc si on avait enlevé les abstentions, les scores auraient été bien supérieurs. Et cette cohésion est venue aussi de notre manière de travailler. Une rédaction, c'est un travail d'équipe. Hein. Quand on entre dans la profession, moi je me souviens des quelques euros que j'ai passés pour entrer dans les écoles, on me demandait mais qu'est-ce que le travail d'équipe pour vous? Est-ce que c'est important? Effectivement, à ce moment-là, c'est une notion un peu vague, mais qui prend tout son sens quand on commence à travailler dans une rédaction, et particulièrement dans une chaîne d'information continue, parce que on est là tous les jours. Enfin, tous les jours. On peut être là tous les jours, on se serre les coudes, on se rend des services, et on est là tous ensemble quand un événement d'actualité arrive, et on travaille tous ensemble. On s'engueule, mais on s'apprécie aussi, on discute ensemble, on se voit en dehors du travail. On passe parfois plus de temps dans la rédaction que chez soi. Alors c'est pas propre à cette profession, mais j'entendais des reporters politiques parler de leur travail pendant la grève, et ils disaient mais moi il m'arrive de partir 15 jours, 3 semaines, ou des grands reporters qui passent 15 jours, 3 semaines loin de chez eux, et c'est dur, il y a une dimension qui est difficile, ils adorent faire ça parce qu'ils adorent leur métier, mais personnellement c'est dur. Donc on a tous beaucoup donné à cette rédaction, on donne tous beaucoup à cette rédaction, et cette cohésion vient me semble-t-il, vient de là. De ce conflit, nous sortons à la fois fiers d'avoir mené ce combat qui nous a semblé nécessaire. Nous avons fait attention à sortir aussi la tête haute de ce conflit. Nous l'avons mené tous ensemble de manière digne, sans hurler, sans déraper, et pourtant des pièges nous ont été tendus. Et en même temps, nous sommes inquiets de ce qui se passe, inquiets de voir que le journalisme pourrait, pour le moment, sur iTélé, en tout cas depuis la fin au mois de novembre de 2016, il n'y a pas eu encore d'affaires particulières, mais on est inquiet de la manière dont le journalisme peut évoluer, qui est de plus en plus lié à des intérêts économiques, et de moins en moins lié à l'intérêt des téléspectateurs ou à l'intérêt des auditeurs ou des lecteurs. C'est ça qui doit primer, c'est l'information qui doit primer, et si l'information est bonne, eh bien elle pourra se vendre ou s'acheter, et c'est comme ça que le modèle économique pourra, enfin à mon sens c'est peut-être un peu simpliste, mais pourra fonctionner. Donc je suis inquiet de ce qui se passe, effectivement. Je suis inquiet de voir aussi la manière dont, aux États-Unis, la campagne a été, la campagne a été menée par Donald Trump. J'ai vu que récemment, le mot de l'année, ou l'un des mots de l'année choisi au Royaume-Uni, était le terme de post-truth, donc de post-vérité. Ce qui compte finalement, ce ne sont plus les faits, mais c'est la manière dont ces faits sont perçus, et la manière dont ces faits sont ressentis, même plus que perçus. Donc on fait plus confiance aux sentiments qu'aux faits. Et ça, c'est extrêmement inquiétant, alarmant même, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place aujourd'hui, il n'y a plus de place aujourd'hui pour le journalisme. Je pense qu'il y en a évidemment encore, et on a peut-être encore plus besoin aujourd'hui que jamais d'un travail journalistique rigoureux et honnête.